Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Parmi les cibles de Donald Trump, il n'y a pas que la guerre commerciale, mais il y a aussi le ministère de l'Éducation. Depuis son élection, le président américain entend affaiblir cette institution. On va en parler dans la première partie de notre émission. Plongez-vous aussi dans L'île aux rêves, la comédie musicale du producteur William Haribar. Il viendra lui-même nous en parler avec la maquilleuse et costumière. Ce sera en seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Guillaume Burn fera la lumière sur la réglementation autour de l'accès aux sites pornographiques. Alors la plupart ne respectent pas la loi, on s'en doutait. On va en parler avec lui, mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, 3 ministres visés par une plainte pour harcèlement moral, violence mortelle, homicide involontaire et mise en péril de la personne devant la Cour de justice de la République. Catherine Vautrin, l'actuelle ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités. Yannick Neuder, lui aussi ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Et puis Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale. Les 20 soignants qui portent plainte dénoncent le harcèlement qu'ils subissent ou qu'ils ont subi au sein de l'hôpital et dans l'exercice de leurs fonctions. Certains évoquent même le suicide de leurs proches. C'est en voyant les dossiers s'empiler que Christelle Maza, avocate, a réuni l'ensemble de ces plaintes pour n'en faire qu'une seule. Elle pointe du doigt la gestion hospitalière, mais aussi les politiques. Ça vient d'une politique centralisée de ressources humaines qui se décline selon 3 principes. Déjà, c'est la désorganisation institutionnelle. Il suffit de voir le nombre de réformes à l'hôpital, les pressions sur les personnels et l'instrumentalisation de leur dévouement et des pressions budgétaires pour tenter de faire plus avec moins. Et la plainte sera étudiée le 19 juin prochain par la commission des requêtes pour déterminer si elle part à l'instruction ou non. La réponse de cette commission est attendue à l'automne. Venons-en à l'affaire Betaram, une onde de choc au sein des différents établissements privés catholiques, une affaire qui a libéré la parole des victimes, mais pas que. La fille aînée de François Bayrou va témoigner dans un livre. Et ce sont des déclarations qui seront scrutées de très près. Un livre coécrit avec le porte-parole du collectif de victimes, Alain Esquer, qui est intitulé « Le silence de Betaram, la plus grande affaire de pédophilie jamais révélée en France », qui va paraître le 24 avril prochain aux éditions Michel Lafon. L'actuel Premier ministre et maire de Pau avait scolarisé plusieurs de ses enfants au sein de cette institution, mais également sa compagne qui enseignait le catéchisme au sein de cet établissement. François Bayrou, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, est accusé d'avoir menti sur la connaissance des faits, accusation qu'il a toujours récusée. Et un mot de cette étude publiée par l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Le nombre de mineurs victimes de prostitution est en hausse. Depuis 2021, une augmentation de 14% des victimes mineures de proxénétisme et même une augmentation de 107% pour le nombre de mineurs victimes d'un achat d'actes sexuels. Écoutez le témoignage de Lucille. Sa fille, justement, a été victime d'exploitation sexuelle. Elle avait entre 13 et 15 ans. Elle a témoigné chez nos confrères d'RMC. Elle revenait avec de l'argent, elle avait des robes de soirée, du maquillage, elle fuyait déjà beaucoup. Je sais qu'elle est abordée par des proxénètes. Ils mettent les annonces en ligne ou ils passent par les réseaux sociaux. Elle loue des hôtels ou des Airbnb, puis les clients la rejoignent. On me laisse avec ma fille. Je dois faire de mon mieux pour essayer de la gérer, mais je ne sais pas gérer ça. Moi, je suis juste sa maman. Pour l'association Nos ados oubliés, toutes les catégories sociales sont concernées. Écoutez justement sa vice-présidente. Des gamines de CSP+, dans les quartiers cossus de Paris, des gosses de profs et des gosses de flics, un peu partout en France. Nul n'est à l'abri, il faut toujours faire attention. Rappelons que depuis la loi de 2016, le délit de racolage a été abrogé, remplacé par la pénalisation des clients passibles d'une amende de 1 500 €, doublée en cas de récidive, avec aussi la mise en place d'un parcours de sortie de la prostitution. Selon les dernières estimations officielles, entre 35 et 40 000 personnes seraient en situation de prostitution en France, avec 8 femmes sur 10 notamment, 53 qui seraient françaises et puis aussi 60% qui seraient tout simplement mineures. Au volet judiciaire, le parquet de Lyon fait appel du verdict rendu contre l'employé qui avait empoisonné un bébé au desktop dans une crèche. Myriam Jaouen, condamnée à 25 ans de prison par la cour d'assises du Rhône pour torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, mais pas
pour les qualifications de meurtre. L'avocat général avait demandé 30 ans de réclusion, estimant qu'elle avait agi en parfaite conscience et lâchement retiré la vie à une enfant sans défense. En garde à vue, elle avait reconnu d'ailleurs les faits et avoir ingéré ce liquide donc à la petite Lisa, 11 mois. Elle a toujours nié vouloir la tuer. C'est un soulagement pour les parents qui ont réagi par le biais de leur avocate qui souhaitait cet appel et pour qui le verdict a été une immense déception. Et puis 4 jours après le jugement, eh bien, le parquet de Pontoise fait appel de la relaxe de l'enseignante jugée pour le suicide d'Eva L. Pascal B, qui est accusé de harcèlement contre la jeune fille mais aussi contre 2 autres collégiens. Le jugement rendu considérait que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé. Une décision qui avait là aussi laissé les parents de l'enfant dans l'incompréhension totale. Leur avocat avait immédiatement annoncé leur intention de faire appel, mais dans le droit français, les parties civiles ne peuvent pas justement interjeter l'appel sur une décision pénale. C'est le parquet qui l'a fait. Ils avaient d'ailleurs 10 jours pour le faire. Ils ont requis 18 mois de prison avec sursis. Et puis nous vous en parlions ici même, sur ce plateau. Aux États-Unis, les chercheurs sont en sursis et dans le viseur du président Trump. C'est pourquoi, eh bien, dans une tribune publiée vendredi, le président de l'université d'Aix-Marseille ainsi que François Hollande proposent la création d'un statut de réfugié scientifique. Pour, je cite, que cela permette de les accueillir dans de bonnes conditions tout en favorisant l'innovation, la diplomatie scientifique, qu'elle soit française voire européenne. Face à des financements annulés ou qui sont menacés, la crainte de censure, l'atteinte à la liberté, bien de plus en plus de chercheurs ou d'aspirants souhaitent quitter les États-Unis. Au début du mois de mars, Aix-Marseille Université avait lancé justement Safe Place for Science, un programme d'asile pour les scientifiques américains. Et en moins d'un mois, ce sont près de 300 candidatures qui leur sont parvenues. Un statut qui leur permettrait ainsi de développer leur intégration à la fois dans les laboratoires, les universités, mais aussi dans les centres de recherche. Enfin, parlons de ces écoles de la deuxième chance, ce réseau dédié aux décrocheurs scolaires, qui accueille de plus en plus d'élèves. Un dernier bilan qui paraît assez élogieux. Oui, des jeunes de 15 à 29 ans, sans emploi, ni formation, ni études. Ils étaient 17 000, soit 2% de plus sur une année, répartis dans 56 écoles sur 159 sites. Alors, grâce aux écoles de la seconde chance, 6 jeunes sur 10 trouvent un emploi et peuvent s'orienter vers des formations qualifiantes. C'est ce qu'on appelle les sorties positives. Écoutez justement Alexandre Chayer, c'est le président du réseau EDC France. Comme le nombre de jeunes a fortement augmenté et que les difficultés de ces jeunes augmentent et que les problèmes psychosociaux augmentent, on est content d'avoir réussi à maintenir le niveau de qualité de sortie positive. On voit les profils de personnes qui sont clairement en voie d'exclusion. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à 2 doigts de rentrer définitivement dans l'exclusion ou dans la délinquance. Alors 90% de ces jeunes n'avaient aucune formation professionnelle. C'était un point de plus qu'en 2022. Et puis la part des femmes reste là aussi fortement représentée, en augmentation, plus de 14%. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Alors que peut Donald Trump contre le ministère de l'Éducation? C'est en tout cas la faille que cherche le président américain qui entend démanteler et davantage affaiblir le rôle de l'institution éducative de ce pays, de ces pays. Alors comment s'y prendra-t-il? Quel recours et pourquoi cibler en particulier l'éducation? C'est la question qu'on se pose dans le Grand JT. Bonjour Esther Sina. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation des États-Unis à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est juste à côté de Paris. Ça s'appelle aussi Paris-Saclay. Alors, démanteler le ministère de l'Éducation, forcément, ici, en France, c'est un choc. On ne peut absolument pas l'imaginer, enfin, j'espère. Est-ce aussi parce que nous n'avons pas du tout les mêmes modes de fonctionnement étatiques ici et évidemment aux États-Unis, que ça nous paraît complètement surprenant? Oui, c'est surtout ça. On n'a pas du tout le même système éducatif en fait, mais c'est quand même un choc aux États-Unis. Donc ça a été signé le 20 mars et en fait le ministère, ce département de l'éducation, donc qui est l'équivalent du ministère, il gère beaucoup moins de choses en fait que notre ministère de l'éducation, puisque l'éducation aux États-Unis n'est pas centralisée. C'est un système fédéral, donc chaque État, l'Alabama, la Géorgie, le Vermont, a son propre ministère de l'Éducation. Et c'est surtout celui-là, à l'échelle des États, qui va gérer parfois le recrutement des enseignants, parfois c'est encore même à une échelle plus locale, les programmes scolaires, etc. Mais le ministère de l'Éducation fédérale, donc celui qui va être aboli, il a aussi quand même son rôle. Donc ça reste quand même une nouvelle qu'on ne peut pas minimiser. Il a quel rôle justement, le fameux ministère qui est global,
qui gère tout? Alors, il a plusieurs tâches, mais ses tâches principales, c'est le financement de l'école pour les populations les plus défavorisées. Donc, les personnes les plus pauvres, les élèves les plus pauvres, et c'est un fonctionnement par élève, reçoivent en plus du financement de leur propre État, en plus du financement de leur propre district scolaire, un complément qui vient de l'État fédéral, parce que c'est des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les enfants et adolescents en situation de handicap reçoivent aussi un complément de l'État fédéral qui leur permet d'avoir, par exemple, quelqu'un qui va venir, une interprète de la langue des signes ou des appareils spécifiques. Et la troisième grande tâche du ministère de l'Éducation, c'est de gérer la dette étudiante qui s'élève à des milliards de dollars aujourd'hui, des étudiants donc dans le supérieur, qui contractent en fait des prêts au ministère de l'Éducation. Donc, basiquement, ça veut dire que démanteler un tel ministère pourrait accroître les inégalités ? Complètement, puisque les enfants les plus pauvres et les enfants en situation de handicap ne vont pas pouvoir continuer un cursus scolaire sur un pied d'égalité, en fait, puisque, par exemple, pour les enfants les plus pauvres, souvent, c'était le financement de repas gratuits, et les enfants en situation de handicap, ça a été la ligne directrice des États-Unis depuis les années 60, c'est de garder une insertion dans une classe dite ordinaire le plus longtemps possible, donc avec un contact avec les autres enfants, et là, ça ne sera plus possible, ne serait-ce que matériellement. On parle aussi de la disparition du programme Titre 1, qui était doté de 18 milliards de dollars. C'est celui-là ? C'est celui pour la pauvreté. D'accord. Et Head Start, c'est la même chose? Non, ça c'est pour la toute petite enfance, mais c'est aussi la même logique en fait de pallier la pauvreté. Head Start, c'est un programme qui date aussi des années 60, donc pendant cette période du mouvement pour les droits civiques. Et on voit qu'en fait la logique du gouvernement Trump, c'est d'empiéter sur toutes ces victoires du mouvement pour les droits civiques. Et en fait, Head Start, ce serait l'équivalent de la crèche ou de la maternelle, mais avec des programmes financés par le gouvernement pour les enfants les plus pauvres. Et on imagine que pour tous les territoires, enfin les États ruraux déjà républicains, vraiment implantés et républicains, eh bien, il y aura un accroissement encore plus fort des inégalités? Oui, parce qu'on peut imaginer que dans certains États plus progressistes ou des États qui ont plus de moyens aussi, il y ait des compensations à l'échelle de l'État. Mais en fait, ce qu'on va voir, en fait, c'est une fragmentation et c'est ça le problème, c'est que l'État fédéral, souvent, il est là pour compenser toutes ces disparités locales. Et en fait, l'éducation est tellement localisée, tellement décentralisée aux États-Unis que même à l'intérieur d'un État, on va avoir des villes où il va y avoir des programmes mis en place et d'autres non. Donc ça va vraiment dépendre d'où habitent ces enfants. Tout cela est parti, alors je ne sais pas si c'est réel ou pas, j'aimerais votre avis sur la question, cela est parti quand même d'une lutte contre le gaspillage menée en grande partie par Elon Musk. Est-ce que ça fait partie vraiment de l'idéologie de Donald Trump de se dire on va lutter contre les dépenses dites inutiles et notamment celles de l'éducation à travers ce démantèlement du ministère? Oui, je pense que ça vient d'une réelle volonté de montrer qu'on est en train de faire des coupes budgétaires, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Les cibles qui sont choisies, ce sont des cibles qui sont associées aux démocrates, où nous, avec notre grille de lecture, on aurait tendance à dire que, par exemple, l'éducation, c'est un domaine qui est vu comme un domaine qui pousse peut-être des valeurs de gauche, enfin que nous on appellerait comme ça, notamment si on regarde les affiliations positives des enseignants et des enseignantes souvent. Et c'est le cas aux États-Unis, c'est-à-dire que depuis la création du ministère, mais même avant, l'éducation est vue comme un endroit qui est un bastion en fait woke, aujourd'hui serait le terme utilisé par la droite américaine, surtout les universités, mais aussi l'éducation publique. Et de toute façon, oui, dans cette volonté de faire des coupes budgétaires et de vraiment sabrer l'État fédéral, il y a cette croyance, et je pense qu'elle est sincère, en le marché, la compétition, la privatisation. La privatisation finalement de l'école, ça veut donc dire aussi tous les choix qui sont faits, les choix idéologiques, les choix en matière religieuse par exemple, seront des prérogatives d'État, mais donc du coup financés par l'argent public.
Exactement. Et ça, c'est l'autre grande lignée en ce moment du gouvernement Trump, c'est de pousser la privatisation. Et ça ne se limite pas aux actions du président, même si on voit qu'il pousse par exemple des réformes qui sont des remboursements d'impôts, c'est-à-dire que la part, ça s'appelle des vouchers, la part que quand vous êtes un contribuable, la part qui correspond à l'éducation, vous pouvez vous la faire rembourser pour l'utiliser comme un chèque et inscrire votre enfant dans l'éducation privée. Donc, ce qui retire en fait votre contribution pour l'éducation publique. Mais c'est aussi quelque chose qui s'oppose dans la branche judiciaire, puisque la Cour suprême va prendre 2 grandes décisions dans 2 arrêts très attendus autour justement de la question religieuse. Est-ce qu'une école religieuse peut recevoir des fonds publics? Ça va être une grande question, puisqu'il existe aux États-Unis des écoles publiques mais déléguées au privé. Jusqu'ici, elles sont déléguées au privé, c'est-à-dire à des entreprises, ou parfois même des toutes petites entreprises ou des personnes, des individus. Est-ce qu'elle peut être déléguée à une église? Ça va être la question, c'est la question qui est posée en ce moment à la Cour suprême, puisqu'il y a un cas qui vient d'Alabama. Et est-ce que des parents, pour des raisons religieuses, peuvent choisir, décider d'épargner à leurs enfants certains programmes scolaires? C'est deux grandes questions religieuses qui se posent. Alors justement sur les programmes scolaires, parce que finalement la question religieuse elle se pose aussi ici en France, la question a été posée bien entendu, mais on continue sur les États-Unis effectivement. La question des programmes scolaires se joue aussi là en ce moment, ça veut donc dire que déjà dès le départ, pour bien comprendre, c'était chaque État qui décidait des programmes qui étaient proposés pour les différents établissements de l'État? C'est même encore plus décentralisé que ça. Chaque district scolaire, en fait, un district scolaire, c'est par exemple une ville ou un quartier, ça dépend des États, a le droit de choisir le programme qui est enseigné dans ces écoles. Et c'est donc les parents qui ont un droit de vote, parce que les parents élisent les membres du conseil du district scolaire. Mais dans certains États, il y a quand même un programme, mais pas dans tous les États. Donc il y a souvent des attentes, par exemple, sur quels sont les acquis nécessaires pour finir le lycée, mais parfois ça dépend d'un district à l'autre. Et les parents donc votaient pour cela. Vous parlez d'écoles publiques? Oui. D'accord, donc ça veut dire qu'il y avait une privatisation qui était déjà réelle dans un système qui était déjà public, en fait. C'est pas vraiment une privatisation. En tout cas, il y avait des parents qui déjà interféraient dans la logique des programmes scolaires, ce qui n'est pas le cas en France. Complètement. Non, mais en fait, nous, on verrait ça vraiment, on a tendance à penser en termes de privatisation parce que c'est tellement local, tellement individuel, mais en fait, c'est une décentralisation extrême, mais ça reste public dans le sens où les parents votent. Et en fait, c'est comme si c'était à l'échelle, par exemple, de votre arrondissement qui étaient votés les programmes scolaires. Oui, c'est assez étonnant. Alors, évidemment, Donald Trump, pour pouvoir, son argument, si je puis dire, pour être légitime par rapport à ses choix, a mis en avant, alors évidemment, plein d'arguments, notamment l'anti-gaspillage, mais aussi, il a pris une note récente du Pew Research Center qui rappelait que le gouvernement fédéral n'avait assuré que 13,6% du financement des enseignements primaires et secondaires en 2022. Qu'en pensez ? Oui, mais c'est tout à fait logique. En fait, c'est même peut-être un peu plus que précédemment, parce qu'en fait, la plupart du financement scolaire vient des États et surtout vient des districts scolaires eux-mêmes. Donc ça, c'est d'ailleurs un grand problème aux États-Unis, puisque l'éducation est surtout financée par l'impôt foncier. Donc vous habitez dans un quartier riche où la valeur immobilière est très importante, et les impôts fonciers vont financer les écoles, elles vont avoir donc un gros budget. Si vous vivez dans un quartier pauvre, dans un district scolaire pauvre, même avec un taux d'imposition élevé, la valeur immobilière faible fait que vos écoles auront moins d'argent. Donc il y a déjà une inégalité de financement structurelle aux États-Unis, mais l'État fédéral, avec environ 10%, là du coup 13%, vient pallier certaines inégalités. Et là, le chiffre, il correspond en fait à ce titre 1, donc pour la pauvreté, et aux élèves en situation de handicap. Mais c'est normal, en fait, l'État fédéral ne vient que compenser ce qui est financé surtout par les États et les districts. Autre argument de Donald Trump, c'est de dire que finalement, est-ce que le ministère sert à quelque chose, puisque un programme d'évaluation des progrès dans le système évaluatif américain de 2024 montre que à peu près 70% des élèves de 4e se situent sous le niveau de lecture courante en anglais.
et 72% sous celui de compétences requises en maths. Ouais. Sous-entendu, c'est la catastrophe déjà, donc pourquoi continuer? Oui, c'est ça. Pourquoi continuer? En fait, c'est une vraie question idéologique. Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais la vraie question, c'est est-ce que tenter d'aider les populations les plus vulnérables, les plus pauvres et les élèves en situation de handicap est utile? C'est vraiment une question qui est politique et qui est idéologique. Ensuite, les problèmes de niveau scolaire, ils sont surtout dus à un manque de financement, en fait, un manque de moyens et à toute une panoplie de causes que la recherche s'attelle à déterminer. Mais c'est pas en enlevant des moyens que ça va progresser. D'autant qu'il a apparemment complètement oublié l'impact du Covid et donc de la situation des élèves. Sûr. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on voit mondialement. C'est-à-dire que, et notamment aux États-Unis où les écoles ont fermé très longtemps, il y a eu une chute drastique de ce qu'ils appellent les scores parce qu'ils ont des tests standardisés pour les mesurer. Vous parlez d'idéologie, effectivement. Est-ce que les États-Unis risquent de se retrouver dans une bipolarité qu'on peut peut-être déjà pressentir en France aussi, de notre côté, mais encore plus marquée aux États-Unis, vraiment avec deux idéologies qui se confrontent en permanence sur l'avenir des US? Elles sont déjà là. De toute façon, on l'a vu pendant les élections, on continue de le voir. Les États-Unis sont fracturés, polarisés, et en fait, ça ne va qu'aggraver la situation et la rendre encore plus inégale. Et on va vraiment voir une mosaïque se dessiner entre des enfants dont le destin est complètement déterminé par leur code postal, en fait. On l'a vu avec les droits de douane qui ont beaucoup fait parler et cette possible, effectivement, situation un peu ubuesque, rocambolesque, voire même pas tout à fait légale, qui a été énoncée, dont on ne sait rien, mais enfin on a parlé quand même de délits d'initiés beaucoup ici. Là, pourquoi l'éducation, selon vous, concentre toutes les haines du président américain? Qu'est-ce qui fait que vous parlez d'idéologie wokiste, par exemple, il y a quelques minutes? Je pense que c'est une cible facile parce que dans la rhétorique sur l'efficacité, la compétition, toute cette rhétorique portée par ce département de Musk et Trump et ses alliés, on peut cibler l'éducation comme quelque chose de mou ou de faible. On le retrouve souvent. C'est une profession qui est extrêmement féminisée et avec des fonctionnaires qui sont donc une cible facile pour les dépeindre comme des paresseux. Et ça, on connaît ça aussi. Donc je pense que c'est surtout dû à ça et parce qu'effectivement, il y a des échecs scolaires et on peut facilement utiliser ces chiffres pour dire que de toute façon, ça ne marche pas, alors pourquoi ne pas s'en débarrasser plutôt que d'aller à la cause du problème. Y a-t-il, en dehors de l'idéologie, aussi tout simplement un argument très politique, très électoraliste, du fait qu'il essaye d'avoir le soutien de tous les parents conservateurs? Oui, il y a ça, et on l'a vu de toute façon dans les mouvements ces dernières années pour la censure des livres dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement, une vague conservatrice qui est contre l'école parce qu'elle est vue comme en train de promouvoir cette idéologie wokiste parce qu'elle parle des inégalités raciales, de l'histoire raciste du pays, de l'esclavage, etc. Donc tout ça contribue bien sûr à justifier en fait cet acte de sape de l'éducation. Les conséquences, on a parlé d'idéologie bien entendu, évidemment les plans de départ, beaucoup de profs qui sont partis ou de personnel du ministère en question. J'ai lu 100 000, je ne sais pas si le chiffre est exact à peu près. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que l'autre moitié aussi quitte le navire? En fait, c'est impossible. Là, on est dans une telle incertitude. Oui, je pense qu'on peut s'y attendre. Il y a des techniques en plus pour licencier qui sont très opaques. Donc, c'est très difficile à dire. Mais oui, et je pense que aussi les conditions de travail peuvent devenir si difficiles qu'il est très possible que beaucoup de gens décident de changer complètement de profession. Les conséquences, en mettant de côté ce que nous on pense, les conséquences à prévoir pour les étudiants américains, à savoir les élèves d'abord, mais aussi, on imagine, pour les étudiants après post-bac. Je pense déjà
énormément d'angoisse, sans même savoir exactement ce qui va se passer. L'incertitude, le fait qu'il va y avoir beaucoup de licenciements, la perte de financement pour certains élèves va mener à des grandes angoisses. Et je pense que ce qu'on va surtout voir, c'est un décrochage complet des populations les plus pauvres, des élèves en situation de handicap. Et ça traverse toutes les classes sociales. Et pour la suite, là, c'est une vraie question qui se pose pour le supérieur. Elle s'était déjà posée avec la crise de 2008-2009. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de payer 200 000 $ pour aller à l'université pour ne pas être sûr de trouver un emploi après ou un emploi qui nous permettrait un jour de rembourser? Ça, c'est des vraies questions. Et si on pense au coût exorbitant du supérieur aux États-Unis, c'est un vrai pari. Et je pense qu'il est possible que toute une génération renonce en fait aux études supérieures pour ces raisons-là. Mais on l'a vu pour l'Université de Columbia quand même, qui est très connue aux États-Unis. Est-ce que justement, pour toutes ces universités qui prônent une idéologie qui ne conviendrait pas au président Trump, eh bien, on peut s'inquiéter effectivement de leur sort? On peut s'inquiéter de leur sort et l'Université de Columbia, c'est vraiment l'exemple par excellence parce qu'en fait, cette université a été visée parce qu'elle est vue comme une université progressiste, ce qu'elle est. Démocrate à New York, bien sûr. Donc elle représente en fait l'ennemi absolu pour les républicains, mais elle a cédé. C'est-à-dire que quand Trump a fait des demandes, Columbia a cédé sur tout. C'était il y a 2 semaines même. Et en fait, elle a accepté, l'université a accepté de céder le contrôle de certains départements à l'État fédéral. Donc, par exemple, le département des Black Studies, donc des études africaines-américaines ou même noires, ou les études du Moyen-Orient. On voit très bien pourquoi, a accepté de laisser les contrôles d'immigration sur le campus pour traquer des étudiants qui avaient pris part aux manifestations pro-palestiniennes il y a 2 ans. Et donc, malgré le fait que Columbia ait cédé sur tous les plans, aussi l'interdiction du masque sur le campus, l'université a quand même perdu ses financements fédéraux. Donc ce qu'on voit, c'est que les universités sont prises pour cible et quand bien même elles céderaient aux demandes, elles perdent quand même leur financement. Donc ça va affaiblir grandement l'enseignement supérieur, même d'élite, et peut-être surtout d'élite, aux États-Unis. Et au profit de certaines universités ou écoles privées qui pourraient en revanche récupérer des financements du fait d'une idéologie qui plairait peut-être au président, et en tout cas à son camp. Oui, on peut l'imaginer, mais on peut l'imaginer dans un deuxième temps. Mais je pense que le premier plan d'attaque, c'est vraiment... Et de toute façon, J.D. Vance, donc le vice-président, il a très clairement dit nos ennemis, c'est les universités. Et il l'a dit avant même d'avoir été choisi comme candidat, et il l'a redit depuis, que les universités américaines, et surtout de l'Ivy League, c'était les ennemis des républicains. Donc c'est d'abord affaiblir ce système pour peut-être en créer un autre, ou simplement... affaiblir l'enseignement supérieur et arrêter de faire des études post-bac. Quand on dit que l'ennemi sont les universités, est-ce que ce n'est pas le début d'une dictature possible? Est-ce que ce n'est pas le début aussi d'une forme de pensée unique qu'on demande à tout un peuple? De toute façon, là, c'est ce qu'on voit sur plein de plans. C'est-à-dire que la concentration du pouvoir, déjà. Alors que normalement, les États-Unis, c'est vraiment le pays du contre-pouvoir où il y a plein de systèmes de régulation entre les trois branches du pouvoir qui sont mis en place. Et là, ils sont poussés à leurs limites et il y en a qui cèdent puisque Donald Trump a une majorité au Congrès et à la Cour suprême. Et donc oui, je pense que c'est vraiment ce qu'on voit avec la censure, avec le licenciement, c'est ça, c'est une prise de pouvoir par la violence en fait, par la force. Et cette pensée unique, je pense que c'est vraiment le programme, puisque la censure même dans les bibliothèques, dans les livres qui brûlent, les avis. C'est ça, donc clairement, ça fait partie de ce même mouvement. Merci beaucoup d'être venue, Esther Sina, nous parler de la situation des États-Unis et surtout de ce ministère de l'Éducation qui est démantelé à la demande du président Trump. Alors pour l'instant, le Congrès n'a pas encore dit son dernier mot, mais enfin, on est quand même dans une situation assez préoccupante et bien entendu qui fait écho à notre système français. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite. De retour dans le
le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Cindy Philippon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes créatrice de perruques, également maquilleuse. Merci d'être avec nous. William Haribar, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur du spectacle L'île des rêves, dont on va parler bien entendu. Également magicien émérite et reconnu partout dans le monde. Vous avez commencé ça très jeune, hein? C'est ça, oui, à l'âge de 6 ans. Je rêvais d'apprendre à voler dans les airs et je me suis dit, magicien, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que c'est plus pratique. En tout cas, c'est plus envisageable. Ouais, c'est exactement ça. Oui, je comprends. Mais alors, vous avez même eu l'audace, je crois, de presque produire votre premier spectacle très jeune, non? C'est ça. En fait, voulant voler dans les airs, j'ai pris des cours de magie et j'ai montré tous les tours à mes parents. Au fur et à mesure, ils n'ont plus trop eu d'intérêt pour mes tours de magie. Donc, je me suis dit, si mes parents ne veulent plus voir mes tours, je vais produire mon propre spectacle pour montrer mes tours au grand public. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire des spectacles, louer des salles, vendre des billets et organiser l'ensemble. Et ça a marché tout de suite? Ça a marché, oui. Et du coup, vous avez poussé jusqu'à évidemment produire ce spectacle, L'île des rêves, qu'on peut retrouver, qui est à l'affiche depuis quelques années maintenant et qui marche très bien. Un spectacle qui mêle à la fois effectivement le chant, la danse, ça on l'imagine, c'est assez classique, et le théâtre, mais aussi la magie. Alors pour vous, effectivement, Cindy Philippon, c'est bien sûr beaucoup de travail et une imagination folle et débordante pour créer des personnages à la hauteur des attentes. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir créer des personnages pour un univers magique. Et ça demande énormément de compétences. Je ne suis pas seule dans l'équipe, il y a les décors, le costume, la mise en scène, la danse, le chant, c'est magnifique. Mais on parle peut-être un peu moins effectivement de votre travail, et tant mieux, j'en suis ravie. Créer des perruques, effectivement, c'est formidable parce que c'est un exercice de style, c'est un exercice artistique. Et puis c'est là où vous créez des personnages. Comment vous avez travaillé de concert tous les deux, puisque je le rappelle, vous êtes à la fois certes magicien, mais aussi producteur de spectacle. William, comment vous avez travaillé de concert tous les deux pour pouvoir penser ces personnages? En fait, l'idée de base, effectivement, c'est moi qui l'ai apportée, l'idée de l'île des rêves, de cette histoire du spectacle. Puis ensuite, j'ai travaillé avec l'auteur. On a imaginé les scènes, imaginé les personnages, et ensuite on a présenté ça à toute l'équipe artistique. Effectivement, comme disait Cindy, le compositeur, la parolière, le chorégraphe, etc. Et ensuite, chacun a travaillé pour imaginer chaque partie de l'histoire, des personnages, des décors. Et donc Cindy avait la charge, avec Vanessa, qui est la costumière, de créer les personnages d'après ce que tu avais dit, j'imagine, Samuel, le metteur en scène. Oui, exactement. Alors le pitch de ce fameux spectacle, quel est-il? Vous le direz mieux que moi. L'île des rêves, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui ne se sent pas vraiment à sa place dans le monde dans lequel il vit et qui du coup, au travers de ses rêves lucides, les rêves lucides c'est les rêves que l'on contrôle, eh bien retrouve une bande d'amis sur l'île et partage chaque nuit des aventures fantastiques avec eux. Est-ce que c'est un tout petit peu autobiographique? Légèrement. Peut-être. Peut-être que je me suis un peu inspiré de ce que j'ai vécu, effectivement. C'est vraiment ça. Et c'est une île sur laquelle je suis allé moi-même au travers de mes rêves. Et c'est de là qu'est parti ça, effectivement. C'est un rêve qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais tout petit. J'avais rencontré cette équipe et au réveil le matin, je me suis senti presque seul, sans ses amis, que j'ai voulu retrouver, et l'île des rêves raconte ça, effectivement. Alors sur cette île des rêves, il y a des pirates, il y a, je crois savoir en tout cas, des amis évidemment, mais des cabanes et autres. Quand on crée justement par exemple ces personnages-là, comment vous travaillez, vous de votre côté? Vous partez de croquis? Comment ça se passe pour vous inspirer? Alors pour ce spectacle spécifiquement, je suis partie de l'univers des enfants, du monde des jouets, et c'est ce qui m'a donné l'idée pour les personnages de l'île des rêves de leur faire des cheveux colorés. Et j'ai essayé d'imaginer ce qu'attendrait un enfant, ce qu'il attendrait de voir sur scène, et coordonné bien sûr avec les autres corps de métier avec lesquels je travaille. J'ai fermé les yeux, imaginé les personnages. Et comment s'est passé pour vous à ce moment-là, quand vous vous êtes dit, bon alors j'imagine les perruques, maintenant on va travailler sur le décor, sur les costumes. Comment vous travaillez avec tout le reste de l'équipe? En fait, effectivement, chacun arrive avec ses croquis, ses idées, on voit ce qui marche pas. Moi-même, dans ma tête, j'avais des idées de personnages, ce qu'on m'a proposé était complètement différent, mais c'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. C'est pour ça que j'aime bien aussi laisser à toutes les équipes, à tous les corps de métier, des vraies propositions, des vraies libertés artistiques, parce que je peux pas tout imaginer moi. Je donne l'idée de base et puis après, je laisse vraiment libre chacun arrive avec ses idées.
Et puis c'est comme ça qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à un spectacle qui est très riche et très original. Alors, c'est pas très classique, en tout cas, c'est pas vraiment dans l'actualité aujourd'hui, parce que je vois que le pirate, quand même, c'est une femme qui s'appelle Charlotte. Aujourd'hui, on vous dirait, c'est pas très démago. Hein. Pourquoi c'est une femme qui est méchante et qui peut se débarrasser finalement du paradis total? Alors, si vous voulez la vérité, alors dites-moi tout. On révèle tout, on peut le dire. En réalité, c'était un méchant de base, mais on n'arrivait pas à caster, c'est vrai, hein, quelqu'un de si charismatique qu'il puisse justement jouer ce rôle. Et quand on a fait les castings, on a casté quelqu'un qui s'appelle Tiffany Leonard, qui est une comédienne incroyable, et on s'est dit waouh. Et si on changeait le rôle, et si on lui donnait le rôle, et du coup on a réécrit un petit peu l'histoire pour qu'elle puisse avoir le rôle, et effectivement elle incarne cette pirate de façon fantastique. Absolument magistrale. Elle sème la terreur comme personne, effectivement. Alors comment on y ajoute les touches de magie? Parce que c'est quand même votre patte, ça. Effectivement, comment on l'ajoute, c'est assez simple, même si c'est un peu complexe évidemment. Pour chaque bout de l'histoire, on la découpe en scènes, et pour chaque scène on se dit comment on la raconte. Est-ce qu'il vaut mieux la raconter en chant, en danse et en chant, en magie et en théâtre et en danse. Et du coup, voilà, on se pose la question de quel est le meilleur art pour raconter l'histoire. Et quand du coup, on se dit, bah là, ce serait idéal de le faire en magie, bah là, c'est à moi de me creuser les méninges pour me dire, bah là, il faudrait qu'elle vole dans les airs et puis qu'elle disparaisse. Et puis là, il faudrait que ça apparaisse d'un coup. Puis là, il faudrait qu'il disparaisse là, qu'il réapparaisse dans la salle. Et voilà, et après, c'est à moi de réfléchir à comment faire la magie, et aux équipes de décor pour fabriquer les illusions. Donc vous avez conçu des tours de magie, si je comprends bien, spécifiquement pour ce spectacle? Tout à fait. Souvent, évidemment, on se base sur des choses communes, mais après, on vient les retravailler, les adapter, et toutes les illusions du spectacle ont été fabriquées et adaptées par l'équipe. Une illusion qui vous a surprise particulièrement, qui vous a épaté, si je prends un mot d'antan? Alors moi, toujours la lévitation. Je crois que ça fait partie de mes illusions préférées. La lévitation, comment on fait ça? Bon, vous n'avez pas donné vos trucs, évidemment, en fait, mais... C'est vraiment une concentration importante sur la personne pour qu'elle puisse voler dans les airs. Et puis une fois qu'elle vole, faut bien garder la concentration, sinon elle ne vole plus. Et ensuite, il faut bien la reposer au sol, parce que si on lâche tout, hop, elle tombe et ça marche. De toute façon, c'était votre truc depuis l'enfance, ça. Exactement. Donc vous avez tout mis en œuvre pour que l'illusion soit parfaite. Il y a un vrai jeu de lumière, du coup, j'imagine, pour que ce soit possible aussi? Pas pour la magie en elle-même, mais pour la magie du spectacle, oui. Effectivement, parce que on passe du rêve à la réalité. Donc déjà, il y a des lumières différentes. Quand on est sur l'île des rêves, tout est très coloré, très festif, très joyeux. Dès qu'on arrive dans le monde réel, on est sur une lumière plus sombre, plus terne. La lumière sert à raconter l'histoire. Alors l'histoire, donc on raconte à la fois, on disait théâtre, danse, chant, magie. Peut-être présenter l'équipe qui est autour de vous. On a parlé de cette pirate, effectivement Tiffany Leonard qui est avec vous, William, mais il y a aussi Mathieu Girard, Chloé Roy, Rosen Simonet, Valentin Davy, j'espère que je ne vous ai pas écorché leur nom, qui font partie de cette joyeuse troupe. Et évidemment le metteur en scène aussi, Samuel Bouzard. Peut-être raconter comment cette troupe fonctionne. Tout à fait. Nous, ça fait des années qu'on fonctionne ensemble. Samuel, par exemple, ça fait Samuel Bouzard, qui est le metteur en scène du spectacle et l'auteur du texte. On travaille ensemble depuis plus de 10 ans. On a monté plein de spectacles. Les premiers, c'était des shows de magie. Puis, on est arrivé vers de la magie théâtralisée. Et quand j'ai fait ma première tournée en Angleterre, j'ai découvert la comédie musicale à Londres. J'ai trouvé ça incroyable. Et c'est là où j'ai l'idée de mêler la magie, le chant, le chant, la danse et le théâtre. Et donc, j'ai toujours travaillé avec Samuel Bouzard pour la mise en scène, texte. On a également Simon Orlandi qui est le compositeur, parce que toutes les musiques sont originales. Pauline Ovan qui est la parolière, Sébastien Jacquemin le chorégraphe. Et effectivement, comme vous les avez tous cités, les artistes du spectacle qui ont été là dès la création et qui nous suivent durant toutes ces années. C'est vrai que c'est une grosse équipe, évidemment. Il y a également la machinerie, création des décors, la lumière, le son, le plateau. Enfin, on est plus d'une trentaine sur ce show. C'est important, effectivement, d'être en avant tous les autres métiers. On parle souvent des interprètes, effectivement, du metteur en scène, mais peut-être un peu moins des métiers qui sont tout aussi importants comme le vôtre. Je le disais, vous créez des perruques, vous êtes aussi maquilleuse sur ce spectacle, les décors, effectivement, la lumière, le son, enfin tout ce qui
fait la force de l'île des rêves, qui se joue où en ce moment? Pardon, je ne l'ai pas sous les yeux. On est au théâtre du 13e art, place d'Italie, et on joue, Paris. C'est ça, à Paris, tous les jours jusqu'au 27 avril à 15h en semaine et à 16h30 le dimanche. À 16h30 le dimanche, super, donc on peut tous foncer, c'est du Broadway pour les enfants. Exactement. Exactement, avec magie, bien sûr, à l'appui, puisque William est là aussi pour cela. Merci à tous les deux, merci beaucoup Cindy Philippon, merci William Maribar, et donc l'île des rêves qu'est-ce que vous dites, théâtre du 13e art, pardon, à Paris. Merci beaucoup. On marque une courte... Ah non, on va pas marquer une courte pause du tout, on va retrouver évidemment Guillaume pour sa chronique, on a hâte. Guillaume, ce soir, nous parlons des sites pornographiques longtemps accessibles à tous. Et bien, depuis vendredi, l'Arcom a statué. Elle peut bloquer ces fameux sites s'ils ne contrôlent pas l'âge de ses utilisateurs. Et c'est une décision qui a été longuement attendue par les associations de protection de mineurs, d'autant plus que la consommation de pornographie a explosé. Selon l'Arcom, 30% des internautes qui consultent ces sites, ça représente 2,3 millions d'individus, au moins de 18 ans, et seraient exposés à ces images pendant près d'1 heure par mois en moyenne. L'autre constat, c'est que plus d'un garçon sur deux de moins de 12 ans et les 2/3 des garçons âgés de 16 à 17 ans auraient l'habitude de se rendre sur ces sites. Et oui, depuis le 11 janvier cette année, eh bien, les plateformes doivent vérifier l'âge sous peine de blocage. Et on va écouter justement la présidente de l'association e-Enfance qui est engagée pour la protection des mineurs, qui avait d'ailleurs obtenu face à la justice le blocage de 5 sites pour adultes. C'était en octobre dernier. Elle salue donc l'évolution récente qui a été votée à l'Assemblée nationale. Écoutez Justine Atlan. As-tu 18 ans ou pas? Oui, non. Voilà, c'est donc ce qu'on déclare pour accéder à un site pornographique depuis qu'Internet existe, donc depuis 25 ans. Et donc, il a été rajouté dans la loi très explicitement qu'il fallait que les sites pornographiques mettent en place un système pour vérifier, donc non plus déclarer, vérifier que effectivement celui qui déclare avoir 18 ans les a bien. Alors, ce système, c'est le suivant. Les contenus pour adultes ne devront désormais être accessibles qu'en échange d'une photographie de carte d'identité ou d'une vidéo soumise à un contrôle facial réalisé par intelligence artificielle. Le tout avec une exigence toutefois de double anonymat pour préserver la vie privée de ces consommateurs. Écoutez à ce sujet la ministre déléguée de l'intelligence artificielle et au numérique, Clara Chapas, était sur RMC ce matin. Quand on va se connecter sur ce site, on vérifiera son âge de façon bien plus sérieuse que simplement en cliquant sur un bouton. Ça peut être plein de solutions, j'en ai rencontré des dizaines. Il y a la solution de reconnaissance visuelle. On peut même, une solution nous a montré, déterminer l'âge en fonction du mouvement de la main. Il y a plein de solutions, mais ces solutions, elles ne donneront aucune information de la personne qui essaye de se connecter aux plateformes. C'est bien un double anonymat, ce dont il s'agit, protéger nos enfants, mais sans stigmatiser les adultes. Un combat de longue date qui a pour objectif de faire changer les choses, ce sont les mots de la ministre. Mais il faut rappeler qu'avant cette loi, c'était l'empreinte de carte bancaire qui était demandée, qui a ensuite été remplacée par une simple case à cocher quand la question était « Avez-vous plus de 18 ans ?» Alors qu'en pensent les parents? Écoutez le témoignage de Baptiste, il est père d'un adolescent de 15 ans. C'était sur RMC en début d'année. Eh bien, tant mieux, alléluia. Et ils auraient dû le faire depuis déjà bien longtemps pour protéger les mineurs. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. On passe sa carte, boum, c'est fini, on a accès. Et on a 18 ans, donc on est un peu plus armé pour voir des choses qui relèvent de la violence et de ceci, de cela. Alors, en cas de manquement, Guillaume, que se passera-t-il pour ces sites? Le déréférencement, de lourdes amendes ou encore le blocage. Et d'ailleurs, cela a déjà commencé, c'est ce qu'a expliqué Clara Chapas. Moi, ce que je veux vous dire, ce que je veux dire à ces sites, c'est que non seulement ça marche, mais que les premières sanctions arrivent. Vous savez, ça fait des années que ces sites internet, le fait qu'un jeune sur deux, des 12 ans, on parle de 12 ans, régulièrement consomment ce type de contenu via leur plateforme, ils ne s'en émeuvent pas. Ils nous mettent des systèmes avec un bouton sur lequel on dit qu'on a plus de 18 ans et puis c'est tout. S'ils avaient décidé de s'autoréguler, ça serait su. Donc je ne suis pas surprise que ce matin, ils ne se soient pas tous mis en conformité, mais ce que je veux leur dire, c'est que les sanctions arrivent et donc ils ont plutôt intérêt à prendre le pas.
Alors, l'écran noir ne sera pas pour tout de suite, puisqu'il faut au moins 2 mois avant que tout cela s'applique. Et cela concerne uniquement les sites qui sont hébergés en France ou hors Union européenne. Alors, il y a eu toutefois du changement pour les sites qui sont tout simplement au sein de l'Union européenne. Depuis le mois de mars, un arrêté interministériel a été signé pour qu'elles aussi, elles soient concernées, et notamment les géants de l'industrie. Écoutez Clara Chapaz. Depuis maintenant un peu plus d'1 mois, on a envoyé aux autres pays européens une demande pour que eux aussi se mettent en conformité. C'est ce que nous permet de faire le cadre européen. Et donc, les sites que vous mentionnez, les plus gros, on ne va pas en faire leur publicité, mais c'est vrai que les gros sites sont hébergés dans d'autres pays européens. Je leur dis qu'ils sont en sursis. La loi, c'est la loi et qu'ils se mettront en conformité par rapport à ce qu'on leur demande et que ces sites-là, en tout cas, ce qu'on leur dit, c'est que dès juin, c'est le délai de prévenance pour prévenir ces autres pays, Chypre, etc. Et dès juin, on aura aussi le même pouvoir de bloquer les sites, leur mettre des amendes très conséquentes, plusieurs millions d'euros, et s'ils ne se mettent pas en conformité, de les mettre hors ligne, de les déréférencer. On ne lâche pas ce combat, c'est un combat long. Alors, à noter aussi que la maison mère d'un grand groupe justement de sites pornographiques a déjà annoncé au début du mois de mars son intention de contester cette obligation. Alors, pour avoir vérifié encore, même ce matin, on voit que ça n'a pas été mis en place puisqu'on peut encore rentrer sur ces sites sans pour autant envoyer sa pièce d'identité ou encore montrer tout simplement sa tête. Et puis, il y a aussi d'autres possibilités, malgré tout, les VPN, les réseaux privés virtuels ou certains sites miroirs qui vont répliquer à l'identique un peu ces sites. Donc il y a encore pas mal de choses à faire pour les contrer. Et concernant les réseaux sociaux, est-ce que la question de la vérification d'âge s'appliquera aussi? Cela pourrait arriver, puisque sur les réseaux sociaux, on trouve aussi des contenus à caractère sexuel. C'est ce que demande en tout cas Justine Atlan de l'association e-Enfance. Permettre par exemple de respecter enfin la règle des réseaux sociaux de ne pas accepter les moins de 13 ans et qui pour l'instant est aussi sur un registre déclaratif. Et si finalement on pouvait avoir un système qui permettait de vérifier l'âge et vraiment d'être sûr qu'il n'y ait aucun moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, ça résoudrait aussi un autre problème qui concerne notre jeunesse et Internet. Et du côté du ministère, là aussi, Clara Chapaz s'est posé la question. Il va falloir se pencher sur le sujet. Depuis longtemps, que ça soit sur les sites de contenu pour adultes, que ça soit sur les réseaux sociaux, j'entends c'est pas possible techniquement. Aujourd'hui, c'est possible. Il n'y a pas de prise de responsabilité. Or, moi, ma mission, c'est de protéger les mineurs qui ne peuvent pas avoir accès à ce type de contenu. On sait l'impact sur le développement des enfants de consommer ce type de contenu pour adultes. On sait l'impact sur le développement des enfants des réseaux sociaux qui créent des phénomènes monstrueux pour la santé mentale des plus jeunes. Ces solutions existent. Nous ferons tout pour qu'elles soient appliquées. Alors on va suivre l'évolution de ces blocages et on fera un point, un premier bilan d'ici quelques semaines ou même dans les prochains mois pour voir si justement l'Arcom arrive à bloquer ces sites pornographiques. Merci beaucoup Guillaume. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. On est tous plus ou moins et toutes dans le déni de la réalité de nos pratiques. Les usages sont très variables d'une personne à l'autre et aussi d'un pays à l'autre, mais effectivement, on a une grande difficulté à estimer notre propre consommation et le temps qu'on passe sur ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux ou autres, mais en fait, on a vraiment cette difficulté au niveau attentionnel à vraiment avoir une bonne estimation du temps qu'on passe. À notre décharge, c'est un temps très morcelé, c'est compliqué aussi de le Absolument. mesurer. Alors, un étudiant, c'est à peu près toutes les 15 minutes qu'il va se saisir de son téléphone pour le consulter. Chez les adultes, ça peut aussi prendre des proportions tout à fait extraordinaires en fonction du métier. Donc effectivement, beaucoup de choses convergent. J'aime bien le regard que vous lancez aux journalistes. Genre lui, il doit le regarder beaucoup, vous avez raison. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui convergent dans le téléphone. Donc c'est pas par hasard si on s'en saisit autant. Mais la question, c'est est-ce qu'on a vraiment le contrôle de cet usage ? Exceller à l'oral, que vous avez écrit aux éditions Marabout avec Pierre Faury. Pourquoi écrire un livre sur l'art oratoire dans une époque où tout passe par le numérique et les messages courts ? Pourquoi vous pensez que la prise de parole reste aujourd'hui un atout fondamental, et notamment pour les jeunes, parce que c'est à eux que vous vous adressez principalement ? Je crois parce que justement, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de réussir à s'exprimer les uns les autres et à entretenir une société du dialogue. Parce que on croit que tout est numérique, mais c'est parce que effectivement tout se
numérise que l'importance du réel n'a jamais été aussi primordiale et que cette compétence, hélas, n'est pas enseignée dans les murs de l'école alors qu'elle devrait l'être. Ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Oui, tout à fait, puisque en fait, la rhétorique disparaît au début du XXe siècle alors qu'elle est une discipline particulièrement importante parce qu'elle est à la croisée de plein de facultés humaines, la créativité, l'esprit critique, le sens analytique, et alors qu'on nous apprend à écrire, à aucun moment on nous apprend à poser les bons mots sur ses émotions, sur ses convictions. Or, beaucoup de nos communications sont orales et je crois qu'on apprendrait à débattre, à négocier et même quelquefois à gérer un conflit dans sa vie et dans son quotidien. Qu'est-ce que vous nous prévoyez pour cette 32e édition? Combien d'entreprises, combien d'offres d'emploi et combien de personnes attendez-vous? Vous savez un petit peu pas. On a fait l'inventaire hier au niveau des inscriptions. On décompte 2000 jeunes qui sont attendus. 2000 jeunes déjà. 3000 offres d'emploi sont déjà proposées dès à présent. Et le décompte n'est pas encore terminé parce qu'on attend aussi la confirmation d'autres entreprises. On retrouve des entreprises qui traditionnellement sont recruteuses. On va retrouver l'hôtellerie-restauration, les fonctions d'accueil, on va retrouver les secteurs de l'animation, on va retrouver les secteurs de la vente, on va retrouver les secteurs de l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, travailler au grand air, ça fait aussi du bien. On va retrouver les secteurs, je l'ai dit tout à l'heure, de la grande distribution avec des enseignes comme Carrefour, Franprix, mais aussi le secteur des assurances. Le secteur des assurances et Groupama qui a exprimé des besoins énormes pour recruter effectivement des chargés d'assistance. Aussi le secteur de la production, le secteur des services avec une grande enseigne comme Elis. Un conseil pour les jeunes qui viennent, qu'ils comprennent qu'il y a un temps de préparation, c'est-à-dire que... on ne peut pas venir les mains dans les poches, quoi. C'est ça, il y a un temps de préparation et surtout qu'ils viennent avec les documents, bon, c'est un pléonasme de le dire, un CV qui soit adapté, s'informer sur les entreprises qu'ils souhaitent rencontrer, s'informer sur les métiers, s'informer sur les produits, s'informer sur les façons de travailler. Comme ça, pendant les 5 minutes que chaque employeur accordera effectivement aux jeunes présents, le jeune pourra effectivement non seulement exprimer ses motivations et son intérêt pour l'entreprise, mais pourra montrer à l'employeur que je connais effectivement quels sont les process, quels sont vos produits, quels sont vos services, et j'ai compris comment vous travaillez. Et c'est une façon aussi d'exprimer sa façon aux jeunes de rejoindre telle ou telle enseigne. Notre cerveau, il se développe pendant longtemps, beaucoup plus longtemps que notre squelette, à l'entour de 20, 25, voire 30 ans pour les zones les plus frontales. Donc effectivement, il y a tout un tas de choses pour lesquelles il va être plus vulnérable, plus sensible, et en particulier ce qui concerne les comportements addictifs, et l'effet que vont avoir tout un tas de substances, et aussi l'impact des réseaux sociaux, ou tout un tas de choses qu'on peut concevoir, qu'on peut percevoir. Très concrètement, l'effet, c'est quoi ? Qu'est-ce qui peut se passer dans mon cerveau de désagréable? Je ne sais pas si j'ai 11 ans, 12 ans, et jusqu'à 30 ans, puisqu'on sait maintenant qu'il y a encore des connexions qui se font beaucoup plus tard que ce qu'on imaginait il y a une vingtaine d'années avant le développement des IRM. Alors, heureusement, il n'y a pas aujourd'hui de conséquences irréversibles sur le développement du cerveau ou des conséquences biochimiques sur le cerveau. On n'est pas du tout sur cet ordre-là d'effets. On est plutôt sur des usages, des comportements, des interactions qui vont changer. Et aussi un manque de recours à certaines compétences qu'on pourrait avoir habituellement, comme devoir se concentrer et focaliser son attention de façon continue, pouvoir être sur une seule chose à la fois. Voilà, c'est différentes choses. L'endormissement aussi, c'est plutôt sur ces aspects-là que ça va agir. Comment justement faire face à ce stress? Comment préparer un discours, une prise de parole, un exposé efficace sans tomber dans le piège qui peut être un peu facile effectivement pour des jeunes notamment qui n'y sont pas préparés, de la récitation ou alors de la lecture un peu monotone? Vous avez raison, il ne faut absolument pas réciter. Prendre la parole, c'est pas être dans un club de lecture. La parole, elle est extrêmement vivante. Dans le cadre par exemple d'un exposé ou d'un grand oral, moi j'ai tendance à dire qu'il y a 3 choses qu'il faut concilier. La première, c'est la sécurité, c'est-à-dire être quand même conscient du sujet sur lequel on s'exprime et d'avoir des connaissances à restituer, parce qu'on attend effectivement de valider une certaine conscience du sujet sur lequel on s'exprime. La deuxième, c'est le plaisir. Alors je sais que parfois c'est une torture, mais il faut essayer de trouver une manière de prendre du plaisir dans sa parole, et alors ce plaisir sera communicatif. Et la troisième chose, c'est l'adaptation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que en fonction du professeur auquel on fait face, il y a certaines attentes qui diffèrent, et c'est ça qui est aussi magique avec
une prise de parole, lorsqu'elle est réussie, c'est parce qu'elle était dans l'instant présent. Et si on avait prévu de faire l'exposé de la même manière devant le prof de français que devant le prof de maths, c'est, je crois, qu'on passe à côté de ce qu'est justement cet art de la parole. Avec des conférences aussi au programme, avec notamment pour thème j'ai repéré le 5 minutes pour convaincre. Oui, oui, parce que, encore une fois, le jeune qui a 17 ans ou qui est en première année à la fac, qui n'a pas d'expérience professionnelle, cette expérience de se mettre devant un employeur et de défendre son bout de gras, si je peux dire, d'exprimer ses motivations, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Et surtout qu'on ne travaille pas. Faites plein d'émissions, on ne travaille pas l'oralité, on travaille très peu, quoi. Donc, très peu. Et donc là, c'est une oralité à travailler en direction de l'employeur qui est en face, qui lui, tous les propos, tous les mots que vous dites, il se projette sur le poste qu'il vous promet que vous allez tenir. Donc lui, il se projette sur le poste qu'il connaît très bien. Vous dites 5 minutes pour convaincre, mais quoi, en 30 secondes, il se fait déjà son idée, le recruteur. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les recruteurs? Et déjà, sur la présentation, il y a des choses simples. Par exemple, sur les métiers de l'accueil, sur les fonctions d'accueil, venir attendre d'abord qu'on nous invite à nous asseoir. On est sur des compétences sociales de bon sens, vous voyez. Regarder la personne dans les yeux, attendre qu'on nous invite à nous présenter et puis dérouler sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je sais de l'entreprise, quelles sont mes compétences. Parfois, j'en ai pas, mais c'est pas grave. J'en ai toujours parce que je suis étudiant, parce que je fais du sport, parce que je suis militant dans une association, parce que je fais du bénévolat, parce que j'ai voyagé, parce que j'ai des compétences linguistiques, parce que effectivement j'ai des compétences sociales autour de l'adaptabilité. Tout à l'heure, effectivement, avec le collègue sur les métiers de handicap, vous disiez tout à l'heure, il y a des compétences sociales, l'adaptabilité, toutes ces choses-là. Chaque jeune, dans son parcours, que ce soit d'études ou social, il y a toujours 2-3 compétences sociales, de soft skills, comme on dit, qu'il est intéressant de mettre en avant et de mettre en perspective de l'employeur qu'on a en face. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Redemont. Emma Ferré et Laura Gérard à la rédaction. Guillaume Blanc, journaliste du grand JT. Avec nous pour à la fois les infos et la chronique. Vous revenez quand, cher Guillaume? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est noté. J'espère le lundi, bien sûr. 28 donc. Merci à vous tous et nous, on se retrouve demain. Ciao.